Mes chers collègues, forcément ce débat fait suite à celui que nous avions eu au moment du vote du budget. Je veux redire que c'était déjà une situation inédite, incongrue, de découpler le vote du budget du vote des taux. C'était une première dans cette assemblée départementale, de ne pas voter les taux en même temps que le budget. À l'époque, les explications un peu alambiquées de M. Echaroux nous avaient fait comprendre que le sujet faisait débat en votre sein et que manifestement le caractère moins fanfaronnant que d'habitude de M. Echaroux aujourd'hui, au moment où il propose la reconduction de ce prélèvement décidé depuis 2016 sur l'ensemble des Essonniens, atteste du fait que, allez, on va dire que ça gêne aux entournures votre majorité que de décider de maintenir ce prélèvement dont il ne faut jamais oublier le caractère démesuré, disproportionné de ce qui a été décidé au moment de votre arrivée, plus 29% d'augmentation de la fiscalité en une seule fois. Ça a placé l'Essonne dans les départements les plus matraqueurs en matière de fiscalité sur les propriétés, sur les propriétaires. Lors du vote du budget, j'avais relevé que du coup, cette hésitation, comment dire, montrait une forme de fiscalité honteuse. Et pour cause, nous étions en plein mouvement des Gilets jaunes. J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est M. Touzé, dans son intervention sur la prime écologie, parler que la cible précisément de ce dispositif était de soutenir les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures, celles qui se font régulièrement, qui sont régulièrement sollicitées en matière fiscale et qui ont le sentiment de ne pas bénéficier en retour. Je trouvais que c'était sévère contre sa propre majorité, puisque le principal responsable du matraquage de ces classes moyennes propriétaires en Essonne, c'est votre majorité qui a décidé cette augmentation de 29% des impôts au moment de votre arrivée. Je comprends mieux aussi l'hésitation et la gêne dans les lapsus linguae de M. Echaroux. Il y a quelques minutes, il nous a expliqué, après avoir martelé le contraire pendant des années, que l'augmentation des DMTO, qu'il faut se remettre en tête pour l'ampleur de ce qu'elle a signifié. J'étais président en 2013, à un moment où ceci avait chuté à 145 millions d'euros, dans un mouvement cyclique que tous les gestionnaires de collectivités connaissent et que les caractéristiques sociodémographiques de l'Essonne, les échanges avec les agents immobiliers, les services de l'État ou les chambres de notaires nous indiquaient que de toute façon nous allions repartir dans un mouvement là aussi contracyclique, immobilier d'entreprise, immobilier personnel. Ce mouvement a eu lieu, comme nous nous y attendions. 145 millions de droits de mutation. Et nous y attendions parce que nous avions connu ces caractères erratiques dans le passé, enseignés par l'expérience depuis 1998. 145 millions en 2013 et 5 ans après, 227 millions d'euros. Ce qui permet aujourd'hui, Dominique Echaroux, et je l'en remercie, il pourra revisionner, parce qu'il va me dire dans 2002, non, j'ai pas dit ça du tout, si, vous l'avez dit, monsieur Echaroux, vous avez dit, les DMTO, l'augmentation des DMTO ont permis de rembourser la dette sociale. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce qu'on vous a expliqué pendant toute la période. C'est ce que j'appelais la stratégie du dos rond. Ne pas augmenter la fiscalité sur les Essonniens pour le moment venu, par le mécanisme que vous continuez à appeler cavalerie et que personne n'appelle cavalerie, on y reviendra dans un instant, par ce mécanisme de dos rond, de retour à une meilleure fortune, dont vous venez, et je vous en remercie, de confirmer l'augmentation des DMTO a permis de rembourser ce que vous appelez la dette sociale, et qui était donc ce décalage de paiement. Alors oui, je comprends la gêne, et qui se
traduit d'ailleurs par ce que vous nous dites, en disant « alors on aurait pu consacrer cette meilleure situation désormais à baisser la taxe foncière. » Voilà. Ce que vous ferez tôt ou tard, je vous le parie, peu de temps avant les élections, vous targuant de l'excellence d'une gestion. Mais je suis un gestionnaire excellent. Si je décide d'augmenter ou de doubler les impôts ou d'augmenter de 30% pour 3 ans, 4 ans après, 5 ans après, tablant sur l'amnésie, de dire « regardez, c'est formidable, je baisse les impôts, je suis un gestionnaire qui baisse les impôts », mais c'est tellement facile. C'est tellement facile. Ce qui était dur, c'est ce que j'ai vécu. Faire 0% d'augmentation pendant toute la durée de ma présidence. Précisément parce que j'avais en tête le pouvoir d'achat de ces classes moyennes. C'était le fil à plomb de la politique que nous conduisions. 0% d'augmentation de la fiscalité. Vous m'avez d'ailleurs reproché de ne pas l'avoir augmenté. Voilà. Vous m'avez dit que vous auriez dû l'augmenter. Ben non, on essayait de ne pas l'augmenter, on faisait des économies, on maintenait un haut niveau d'investissement. Je n'oublie pas que dans les 2 premières années de votre gestion ici, vous avez drastiquement baissé le niveau de l'investissement. Il est passé de 200 millions d'euros à 165, puis 175. C'est-à-dire qu'en 2 années, vous avez retiré près de 90 millions d'euros de commandes publiques dans le département. Et donc, vous avez joué sur tous les leviers. Vous avez baissé l'investissement, délibérément. À l'époque, vous nous expliquiez en disant « ben non, il n'y a plus de demande de subvention, il n'y a plus de chantier à faire ». Mais vous moquez de qui? Quand on passe brutalement, c'était une décision politique, on gèle les investissements, on augmente les impôts. Et puis ça ne vous a pas empêché, par ailleurs, de faire quelques belles baisses de dépenses de politique sociale. On pourrait vous énumérer un certain nombre de décisions qui ont été faites sur les collèges, sur la carte jeune, sur l'objectif annuel d'évolution des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux, et sur quelques économies de bout de chandelle que vous avez faites ici ou là. Pour terminer, dans cette gêne, après nous avoir dit on aurait pu consacrer ça donc à la baisse de la taxe foncière, mais donc non, on a préféré, dans une sorte de rachat de bonne conscience, de se dire on utilise cette cagnotte, disons-le, puisque vous nous dites c'est grâce à ça qu'on peut mettre 18 millions d'euros sur la table aujourd'hui en perspective pour faire de l'aide à l'investissement pour les ménages propriétaires qui veulent isoler ou améliorer la performance énergétique de leur logement. On voit bien là qu'on est dans le décalage communicationnel. Quand vous avez augmenté les impôts, ce sont 60% des Essonniens, puisque c'est 60% des Essonniens qui sont propriétaires de leur logement. Il y a 500 000 résidences principales en Essonne. C'est 300 000 personnes qui ont, depuis 2016, une augmentation qui n'est pas de 20 € ou je ne sais quoi, de plusieurs centaines d'euros. Nous avons tous reçu dans nos permanences des gens abasourdis avec le montant de leur taxe foncière, augmentant de 150, 200, 300, 400 € parfois, sur des augmentations de taxes foncières. Donc d'un côté, il y a 300 000 personnes, 300 000 ménages, 300 000 foyers fiscaux. Ça représente 761 000 Essonniens, nous dit l'INSEE. Voilà, 61% des Essonniens. 300 000 ménages propriétaires qui ont vu cette augmentation, sur 3 ans, vous faites le compte, hein. Ce serait assez intéressant. À mon avis, on est au-delà, en moyenne, du 1 000 € de prélèvement qui a été pris en moyenne sur les Essonniens. Voilà. Et vous nous dites, oui, mais c'est formidable, on va donner des sommes pour la rénovation des logements, avec un objectif de combien? Au maximum, si vous allez au taux maximum de l'utilisation de votre dispositif, de 8 000 ménages, chiffre que je rapporte aux 300 000 dont je viens de vous parler. Donc ne venez pas mettre en avant cette mesure, dont on a dit qu'elle avait une dimension intéressante, incontestablement, mais dont on voit bien qu'elle est là, faite un peu bricolée et inventée pour pouvoir compenser ce que vous avez fait en matière de matraquage fiscal. Et je veux maintenant vraiment terminer sur le cœur du problème. C'est que, je le disais tout à l'heure, vous fanfaronnez moins. Maintenant, vous nous dites, on a fait ce prélèvement pour rembourser la dette sociale. Et puis, 2 minutes après, vous dites, les DMTO auraient suffi à la rembourser. À l'époque, vous nous parliez de faillite, de factures impayées, de dettes cachées, de scandales, de procédures irrégulières. Et pire encore, vous avez mis en avant des malversations,
des faux en écriture, une plainte déposée au pénal. Voilà où votre folie vous a conduit. Comme disait l'autre, plus c'est gros, votre folie... et je crois qu'il n'y a rien d'insultant à parler d'une folie budgétaire ou d'une folie fiscale. Comme disait ma grand-mère, c'est celui qui se sent morveux qui se mouche. Donc, si vous prenez pour vous cette expression, libre à vous. Je parlais de la folie de votre décision budgétaire et fiscale qui a consisté à faire ce matraquage, alors même que la justification n'existe pas ou n'existait pas. J'ai reçu, le 28 novembre dernier, le rapport provisoire de la Chambre régionale des comptes. Je n'en parlerai pas puisqu'il est donc en procédure contradictoire. Mais comme je vous l'avais indiqué lors de la précédente séance, et puisque vous en aviez fait appel à cette Chambre régionale des comptes, dans l'urgence, dans un premier temps, en disant la situation est dramatique, venez vite dans le département. Ils avaient un peu regardé, ils ont dit écoutez, on va venir comme prévu, normalement, dans un contrôle budgétaire. Ils l'ont fait. Nous aurons le débat, forcément, sur ce rapport. Il tarde un peu. Vous avez demandé 1 mois de report pour faire les réponses. Je n'ose imaginer que vous avez demandé 1 mois de report pour apporter les réponses, alors que vous aviez 2 mois. Hein. Je ne connais pas un ordonnateur dans le département qui a besoin d'1 mois supplémentaire pour apporter des réponses à ce rapport sur la partie concernant votre gestion. Je n'ose imaginer, Monsieur le Président, que la demande de report permet de ne pas évoquer sur la base de ce rapport aujourd'hui, au moment où vous avez les choix fiscaux et les choix budgétaires à faire. Ce qui est certain, je ne pense pas que ça aurait impacté le calendrier de manière significative, mais ce qui est certain, c'est qu'au moment où vous prenez cette décision, vous savez 2 choses. Vous savez que votre folie budgétaire et fiscale, et j'ajoute communicationnelle, qui vous a fait dépenser des centaines de milliers d'euros pour affoler les Essonniens, en leur expliquant que le département était en faillite. Vous savez que tout ceci aujourd'hui est démenti par le rapport tel qu'il sera définitif de la Chambre régionale des comptes, qu'il n'y a pas d'irrégularité, qu'il n'y a pas d'illégalité. Et vous vous honoreriez, Monsieur le Président, plutôt que d'attendre ce rapport définitif, de retirer la plainte que vous avez déposée, qui a fait peser la suspicion sur l'ensemble des agents du département, puisque, je le redis avec la même force et la même véhémence, vous n'avez pas eu le courage de déposer plainte contre moi, parce que vous saviez qu'en retour, vous prendriez une plainte pour dénonciation calomnieuse. Vous avez donc fait une plainte contre X, laissant entendre que c'était n'importe qui dans le processus de décision budgétaire qui était responsable du mal inventé que vous accusiez, alors que je vous ai dit depuis le début que j'assumais la responsabilité politique, moi et moi seul, des décisions qui ont été prises. Tout ceci n'était qu'un élément de votre démarche de communication, des courriers aux Essonniens, des 4 pages, 7 plaintes, etc., pour affoler. Tout ceci fait pchit. Vous avez inventé la fake news avant l'heure. À côté de vous, Donald Trump est un enfant de cœur. C'est-à-dire que vous avez martelé une contre-vérité matin, midi et soir, et 3 ans après, parce que c'est le temps de la sagesse, de la tempérance et de l'examen, elle va être démentie. Et vous vous retrouvez avec cette situation de dire « mais j'avais donc un fait générateur qui n'était pas présent pour justifier une augmentation d'impôts, qui vous a permis, mais je peux l'entendre, vous êtes coutumier du fait quand vous êtes arrivé à Montgeron, même chose, vous avez augmenté massivement les impôts. C'est une sorte de réflexe pavlovien. J'augmente, ça me fait une poire pour la soif, je suis tranquille et je peux faire de la politique derrière. Ça peut s'entendre, mais pas dans cette proportion et pas avec l'enfumage et l'habillage que vous avez développé pendant des années. Donc je comprends que ça vous gêne aux entournures et que ça pose des difficultés, y compris au sein de votre propre majorité, que de dire qu'on continue à faire ce prélèvement. Nous persistons à vous dire que vous pouvez rendre l'argent aux Essonniens.